Obalk, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio J. C'est gentil, c'est la première fois que je viens dans ces locaux. Et ça nous fait très plaisir. Merci. Très plaisir parce qu'il y a beaucoup de nouveautés aujourd'hui. Hormis le fait que c'est la première fois que vous veniez à Radio J. C'est un nouveau spectacle qui fait fureur en ce moment à Paris, on peut le dire. Ça s'appelle Toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures. Alors, toute l'histoire de la peinture, on va me dire, mais Hélène, d'habitude, vous parlez théâtre, vous aimez le théâtre. Oui, mais là, c'est du théâtre sur l'art. C'est un spectacle de théâtre musical fait par un grand historien d'art qui est Hector Obal, qui est en face de moi. Hector, vous vous êtes commis dans les journaux, chez Lagardère. Vous écrivez dans Elle sur les expositions depuis 20 ans. Depuis 20 ans, vous faites des magazines pour Arte, pour toute la culte Paris Première, Canal+, voilà. Et on a l'impression qu'effectivement, vous aimez la musique, vous aimez le théâtre, vous aimez aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre, les livres. Et là, quand on vous voit sur scène, on se dit, mais voilà, on a un acteur, on a un showman. Alors, c'est un défi complètement fou, parce que parler de toute l'histoire de la peinture au moins de 2 heures, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va nous faire ? On plonge dans l'Encyclopédia Universalis, on plonge dans l'Ermitage mêlé de Louvre et tout. Et en fait, pas du tout, parce que voilà, je vais vous faire un compliment, mais quand on sort du spectacle, on se dit, on arrive à la peinture moderne contemporaine, c'est un petit peu rapide pour moi, on se dit, tiens, c'est bizarre, est-ce qu'il aime ou est-ce qu'il aime pas la peinture contemporaine ? C'est quoi cette révolution ? Alors qu'on est quand même parti de la Renaissance, de l'Annonciation, etc. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous demander, Hector Obal, parce que vous n'avez pas besoin d'être sur scène, vous n'avez pas besoin de remplir le théâtre de l'Atelier, qui pour l'instant est quand même un petit peu rempli, c'est-à-dire que ça fait fureur en ce moment, ce spectacle, les gens viennent. Pourquoi ? Depuis 4 mois maintenant. Depuis 3 mois, 4 mois, donc il y a quelques dates encore, on va les annoncer tout à l'heure. D'où est né ce désir d'être sur scène pour parler de ce que vous aimez, de votre passion qui est la peinture? Comment est né ce désir? Alors, la vraie vérité, c'est que, vous savez, on peut avoir plusieurs ambitions dans la vie. Je voulais être un comique quand j'avais 16 ou 17 ans. J'allais voir Coluche, que je suis allé voir un vendredi soir. C'était en 1977, je crois. Et je suis retourné le voir le samedi soir. Et puis, l'un dans l'autre, j'ai voulu faire des maths modernes aussi, et puis de l'art moderne, et puis l'art, et puis finalement, mes études sur l'art l'ont emporté, l'art et la philosophie esthétique. Bref, j'ai toujours été un peu showman, j'ai toujours été quelqu'un qui aime bien amuser, distraire, intriguer, se mettre en avant, enfin toutes les qualités qu'il faut quand on fait ce genre de stand-up. Et là, c'était l'occasion. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que quand vous êtes sur scène et que vous prenez le parti, comme je le fais, de ne pas avoir de texte écrit, ça veut dire que vous parlez directement. Or, moi, j'ai bien dit toutes les possibilités qu'il y a d'être pédagogue, je les exploite. Soit je les exploite parce que je fais un texte très court dans Elle, par exemple, il fait 12 lignes mes textes de Elle, c'est quand même à chaque fois une démonstration. Soit vous faites un documentaire qui est très écrit aussi et qui fait 26 minutes quand même. J'en ai fait 23 des documentaires. Et là je me suis dit non, il faut parler directement aux gens qui vous parlent. Comme souvent on fait des phrases, elles sont bien écrites, mais en vérité, les gens perdent le fil. L'oralité, elle transmet quelque chose de beaucoup plus immédiat. Et comme il s'agit de voir des images en même temps que vous parlez, cette expérience-là, peut-être fait mieux passer le message. Et si ça fait mieux passer le message, je suis content. Alors tout à fait, c'est vrai qu'on se dit non, pas du tout. Là on est dans l'oral avec un sacré matelas, une sacrée base d'érudition, une sacrée base de vocabulaire. Il faut dire que ce spectacle, grâce au numérique quand même, parce que on tape beaucoup sur les tablettes, etc. Grâce au numérique, vous projetez, du coup, vous projetez les tableaux.
Donc c'est absolument magnifique. On a des tableaux de Vinci ou de Giotto, de Velázquez, voilà. Vous pouvez zoomer, vous avez, je sais pas, en régie, quelqu'un, un copain ordinaire, qui zoome sur des... Tout à fait. Et moi, c'est vrai que quand il y a un livre qui est très marquant en art qui s'appelle Le Détail, et d'Arras, et là on zoome sur un détail et vous nous racontez une histoire, l'histoire de ce détail qui est parfois la chose la plus importante du tableau. Et c'est ça qui est absolument formidable, c'est que par les moyens de l'informatique, on est dans un voyage, on a les yeux collés sur l'écran et en même temps vous nous racontez quelque chose parce que vous n'avez pas de notes. Donc j'imagine que tout ça, c'est quand même du savoir diffusé justement de façon légère, de façon agréable et avec beaucoup d'humour quand même. Alors, comme vous avez dit plein de choses, je vais tenter de commenter certaines des choses que vous avez dites. Daniel Arras a fait un très bon livre qui s'appelle Le Détail, en effet. Il y a une très grande différence entre moi et lui, si je peux me permettre, même si c'est un très grand historien, c'est que lui s'intéresse au détail pour la signification supplémentaire que ce détail peut apporter au tableau. Et il va faire, on croit que c'est un tableau qui parle d'une annonciation, et il va vous prouver par le détail de telle ou telle chose que c'est pas tout à fait le sujet de l'artiste. Autrement dit, ça reste un travail de quelqu'un de littéraire. Moi, je suis un visuel. Si je m'intéresse au détail, c'est pas tellement pour y découvrir un sens caché. Il y a très peu de sens caché dans la peinture qui m'intéresse tellement. C'est pour faire comprendre, c'est pour faire voir, c'est pour faire sentir la touche et le pinceau, c'est-à-dire ce en quoi le tableau est beau, ce en quoi cette même scène d'une descente de croix, par exemple, ou d'une scène biblique quelle qu'elle soit, ou mythologique, peinte par Corrège, c'est pas pareil que si elle est peinte par Sarto, ou si elle est peinte par Léonard, ou si elle est peinte par etc., etc. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est la manière de peindre les cheveux, de peindre la peau, de peindre l'espace. Et je trouve que l'artiste a beaucoup plus de choses à dire concernant l'espace, la carnation, tout ce qui fait l'humanité, si vous voulez, que dans la seule transcription de l'intertexte, c'est-à-dire des sources littéraires d'un tableau. Donc moi, je suis de ceux qui font en sorte que deux artistes, vous prenez deux artistes à la même époque, par exemple Raphaël et Pérugin. Pérugin, c'est le maître de Raphaël. De loin, les tableaux se ressemblent. Soyons honnêtes. Ils ne se distinguent que parce que les mains sont différentes, les cheveux sont différents, le regard est différent. Le voile et la manière extraordinaire dont Raphaël fait la transparence du voile blanc qui peut se trouver autour des cheveux est différent. Et c'est ça qu'il s'agit de faire aimer. Et c'est là où on va chercher la singularité de l'artiste. Et je suis content quand à la fin les gens disent ah ouais, je vois bien la différence. Je pourrais reconnaître un Raphaël. C'est ça mon but, reconnaître. Alors vous faites aussi, moi j'ai assisté à un spectacle destiné au jeune public. Oui, j'avais fait une version pour un jeune public. Mais où il y avait autant de vieux que de jeunes, je dois dire. Et on était absolument ravis. C'est gentil. Et là, est-ce que donc c'est ce spectacle donc qui dure à peu près 1h30, 1h15. D'abord, c'est vrai que c'est quand même vous êtes tout seul. Il y a quand même des musiciens. Il y a 2-3 musiciens. Ouais, c'est très très beau parce qu'il y a des extraits de Bach, surtout de Bach, parfois de Haydn, parfois de Mozart, mais c'est surtout Bach. J'ai la chance de pouvoir collaborer avec Raphaël Perrault, qui est quand même un des plus grands violoncelliste français, qui est super, on appelle ça super, c'est comme ça qu'on dit, super violoncelle à l'Orchestre National de France, et aussi Pablo Schatzman. Bref, j'ai des hauts musiciens qui sont capables de jouer des choses qui ne durent que 20 secondes, 10 secondes, 5 secondes. C'est très difficile de demander ces choses. C'est facile à un pianiste, c'est très difficile pour les gens qui jouent des instruments à cordes. Et pourquoi ils sont là? Ils sont là pour que je puisse me taire, de sorte qu'on voit les tableaux sans le flux de paroles. C'est-à-dire que j'explique, je commente, je mets en relief le tableau dans tous ses détails, dans toutes ses parties, dans tous ses intérêts possibles et imaginables. Et puis après, je dis, à vous de le regarder en prenant ou en délaissant tout ce que j'ai bien pu vous dire, et on revoit le tableau en musique. Et il y a les mêmes mouvements de caméra sur un écran qui fait 6 mètres de haut. Donc c'est vraiment un spectacle complet, on pourrait dire, qui se veut à la fois pédagogique, spectaculaire, visuel si vous préférez, musical, et puis pour couronner le tout, c'est drôle.
Oui, c'est drôle parce alors, je sais pas si c'est toujours le même humour, il est peut-être adapté à des jeunes, mais c'est souvent drôle parce que, bon, vous aimez, vous ne semblez pas être un triste. Alors, c'est vrai qu'on voit il y a beaucoup de critiques d'art quand même qui semblent un petit peu ennuyeux et puis érudits et qui se prennent un petit peu pour Einstein. Vous, voilà, ça n'a pas l'air, voilà, c'est agréable parce que, en fait, vous nous prenez par la main et puis vous nous baladez comme ça, mais sans aucune, voilà, c'est vraiment, c'est extrêmement convivial. Moi, je voulais vous demander comment, parce que 202, voilà, toute l'histoire de la peinture, c'est en moins de 2 énorme, heures. En moins de 2 et surtout, heures. comment ne pas être superficiel? C'est ça la vraie question. Comment ne pas être superficiel je et vais vous répondre. comment obéir à vos choix? Comment, Alors, quels sont les choix que vous avez faits? Est-ce que je vais vous le dire. Mes choix, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont absolument pas subjectifs. Ils sont un petit peu arbitraires, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, au sens où j'ai fait plusieurs versions de ce spectacle qui s'appelle Toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures. Si vous estimez qu'il y a 150 artistes qui comptent dans l'histoire de l'humanité, fatalement, s'il s'agit de passer en vue ces 150 artistes, ça veut dire qu'on va leur donner 1 minute chacun. Fatalement, ça va être superficiel. Mais c'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est l'histoire de toute la peinture en moins de 2 heures. Ça veut dire quelles sont les grandes périodes qui divisent l'histoire de l'art. C'est ce propos-là, de manière absolument pas superficielle, j'aurais pu le tenir en 20 minutes seulement. Il s'agit d'expliquer que d'abord la peinture, c'est la construction d'un savoir-faire qui va des primitifs italiens à la Renaissance, qu'ensuite c'est un jeu avec les règles qui s'appelle le maniérisme, qu'après c'est le siècle d'or et l'influence de Caravage qui fait que le réalisme a le vent en poupe, et puis après c'est la modernité avec les avenues qu'elle a proposées et les impasses à laquelle elle a pu aboutir. Bref, tout ça c'est une histoire que je peux bien raconter pendant 20 minutes. Je l'illustre simplement, ici et là, par des tableaux de très haute qualité dont j'essaie de rendre compte de la singularité, de la beauté, du génie presque, et de faire sentir les choses. Donc les tableaux que je choisis, eux, par contre, ils ne sont pas représentatifs de toute l'histoire de la peinture, ils sont représentatifs que de l'artiste qui a été choisi. Évidemment, parmi les plus grands, mais les plus grands, il y en a suffisamment pour nourrir le spectacle en question. Et donc, ainsi, je peux à la fois parcourir 7 siècles de peinture par un exposé synthétique et le nourrir ici et là par une quinzaine d'œuvres dans le détail desquelles je rentre avec lyrisme d'un côté et avec humour de l'autre. Enfin, l'humour, faut bien se mettre d'accord sur le mot humour, parce que les gens, c'est quand même un peu particulier mon humour. Là, je suis pas spécialement drôle parce que c'est le matin, mais je ne fais pas de l'humour, comment il s'appelle, Lucchini, auquel beaucoup de gens me comparent, qui a un génie comique bien supérieur au mien. Quand il fait de l'humour, il change de sujet. C'est-à-dire que tout d'un coup, il vous fait une parenthèse sur Johnny Hallyday, ou tout d'un coup, il va prendre l'accent beurre. Moi, rien de tout ça. Quand je suis drôle, je change pas de sujet. C'est parce que c'est la peinture elle-même. Et c'est, comment expliquer, à laquelle je prête une vertu comique. Quand je m'approche d'un bol de Chardin, et que je vois qu'il y a une fourchette ou une cuillère. Et on sait même pas si c'est une fourchette ou une cuillère. Tout le monde rigole quand je dis, vous avez vu son aile de poulet, alors c'est l'aile d'un ange. Le fait que vous disiez aile de poulet, tout d'un coup, les gens voient le tableau et disent, bah, c'est vrai, il a raison. C'est juste la vérité qui est drôle. Et après, j'explique, oui, c'est une aile de poulet, parce que tout d'un coup, Corrège a montré l'aile de l'ange à l'endroit où l'homme devient ange, et donc c'est quand même quelque chose d'un peu monstrueux si on prend le sujet à bras-le-corps, et il en a fait quand même quelque chose de gracieux. Donc, à la fois, il s'agissait de complimenter l'artiste pour être arrivé à décrire ce que c'est au moment, à l'endroit de l'articulation, le passage de l'aile au corps de l'ange, pour après, en vérité, le féliciter d'avoir tiré son épingle du jeu en faisant quelque chose de très beau. Donc vous voyez, c'est la réalité même de la peinture, en tout cas de ce qu'on fait remarquer de la peinture, qui est drôle. C'est là où je tire le truc comique, quoi. Mais le comique n'est pas quelque chose de péjoratif pour moi. Non, j'entends bien. Je veux dire par là qu'il relève pas de la dérision. Voilà, c'est pas de la dérision, ce n'est pas une parenthèse, c'est tout simplement de dire qu'une aile d'un ange peut-être ressemble à une ange de poulet. Mais les mots enfin je veux dire, Raymond DeVos était un humoriste qui ne faisait que ça, c'est-à-dire que c'est avant tout les mots. Hein. Après, le contexte, sauf que effectivement, ça appartient à un autre contexte et que c'est cette distance. Mais en tout cas, donc vous vous arrêtez. Où est-ce que vous vous arrêtez? Moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport figuratif, non figuratif. Quand est-ce que le spectacle s'arrête? Quand est-ce que vous considérez? En général, vous commencez par
les débuts. Les débuts, c'est-à-dire les primitifs italiens, c'est-à-dire les Trecento, c'est-à-dire les années 1300, voilà, c'est-à-dire le moment où la peinture existe sur un panneau séparé, et contrairement aux grottes de Lascaux ou aux peintures murales qu'on peut trouver chez les Romains, n'est pas un élément du décor, mais se sépare de l'architecture pour être un tableau isolé, autonome. Et voilà, ça commence là. Et je m'arrête. Je m'arrête. Je vais vous dire. Un petit peu piège, hein, non. Je m'arrête en 2 temps. Je vais vous dire. D'un côté, je m'arrête, on va dire, au dernier très grand chapitre de la peinture, qui est celui de la modernité, qui va de Monet à l'art abstrait jusqu'à Yves Klein, le monochrome. Et donc, la monochrome d'Yves Klein, c'est une manière de mettre une sorte de point final à la peinture, puisqu'il n'y a plus rien à regarder dans la toile, et on ne peut alors regarder que ce qu'il y a à l'extérieur de la toile, et l'installation commence et sort de mon sujet, puisque moi c'est l'histoire de la peinture et non pas l'histoire de l'art. Donc de ce point de vue-là, la lente progression ou décadence, et on peut s'interroger sur la différence entre les deux, sur le jugement qu'on peut avoir, j'essaye de rester ambigu sur le sujet, c'est-à-dire la réduction de tout ce qui faisait les atours de la peinture qui ont été supprimés les uns après les autres. On supprime la différence entre la forme et la figure, entre la figure et le fond. Puis après on se dit pourquoi on mettrait des figures. Puis après on supprime même toute figuration possible. Puis après il y a un espace qui reste abstrait, mais celui-là on va finir par supprimer aussi. On arrive au monochrome et à la fin on pourrait même dire eh ben non, moi j'écris le mot painting sur une feuille de papier et je vais la puniser au mur. Et donc l'abstraction est passée à une sorte d'art conceptuel qui a marqué une sorte d'autodestruction, si vous voulez, dans un désir de rendre le langage de la peinture toujours plus pur. En vérité, il est devenu aussi toujours plus pauvre. Donc là, il y a... C'est un point de vue polémique que je donne. Voilà, c'est un point de vue polémique, en effet, mais dont on peut tout à fait ne pas partager les valeurs, mais dont, par contre, il est intéressant de montrer qu'il est l'inverse exact de ce qui s'est passé entre 1300 et 1500. Puisqu'entre 1300 et 1500, c'est au contraire une progression des atours techniques de la peinture qui était mise en avant, à qui la perspective, qui l'anatomie, qui le rendu des couleurs et des textures. Donc tout d'un coup, on arrive après, dans cette progression qui va donc de 1300 à 1500, on arrive à un savoir-faire complet pictural qui évolue comme il évolue pour après aller dans une nouvelle spirale. Cette nouvelle spirale qui est celle de la modernité, elle m'a passionné quand j'étais jeune. J'ai pas du tout quelqu'un d'anti-moderne au départ. Je le suis aujourd'hui que par comparaison, parce que j'ai de la bouteille avec toutes les autres époques de la peinture. Moi aussi, j'ai adoré les outrances entre guillemets du fauvisme ou de l'expressionnisme ou de l'abstraction. Tout d'un coup, j'ai eu mon époque où tout d'un coup il y avait plus que Malevich qui comptait, vous voyez, et tout le reste ne comptait pas parce que il serait arrivé à un langage qui se serait libéré de toutes les références possibles, etc. Et puis après, on peut aussi regarder ça de loin et dire oui, mais ce n'est que ça. Donc voilà, je laisse le truc ouvert. Donc je m'arrête bien à la fin supposée de la peinture avec Yves Klein. J'ai bien dit supposé parce que vous pourriez me dire, oui, mais il y a des peintres qui viennent après. Bien sûr. Qui ont été pendant très longtemps, c'était très difficile d'être peintre. Pendant 50 ans, 60 ans, depuis les années 70, être peintre. On peut parler de libéralisme, on peut parler de plein de choses. C'est un peu particulier, libéralisme, que c'est... Disons que l'impérialisme fut presque toléré, mais en vérité, les écoles des beaux-arts ne voulaient pas entendre parler de peinture figurative, point à la ligne. Même pas de peinture abstraite. L'école des beaux-arts, dans les années 80, quand j'avais 20 ans, vraiment, vous rentrez dedans, si vous vouliez dessiner, vous étiez le dernier des abrutis, vous voyez. Il faut bien voir. Les choses ont repris. Elles ont repris récemment. Ça fait à peine une quinzaine d'années. Peut-être j'ai fait partie de ceux qui ont aidé. Exactement. Peut-être j'ai fait partie avec mon exposition en 2000 qui s'appelait « Ce sont les pommes qui ont changé ». Ça veut dire que la réalité a changé. La réalité ayant changé avec du béton, des verres fumés, etc. Des peintres peut-être ont pu renouveler leur vocabulaire et leur vision de l'art. Peut-être, et je fais partie modestement, d'un renouveau ou d'un intérêt renouvelé pour la peinture qui était totalement méprisé. Si renouveau il y a, que vous l'appréciez comme moi ou que vous ne l'appréciez pas comme d'autres avant-gardistes entre guillemets, même s'ils ont moins le vent en poupe aujourd'hui, on ne peut nier que d'un côté comme de l'autre, dessus des installations, dessus des peintres d'aujourd'hui,
tous ces artistes n'ont pas eu de maître. Il y a donc véritablement une coupure, pour dire des mots savants, épistémologiques. Ça veut dire une coupure réelle qui fait que, vous comprenez déjà, Yves Klein, son maître, savait pas trop bien peindre, mais alors Yves Klein, qu'est-ce qu'il va apprendre à ses élèves s'il en avait eu? Rien. C'est-à-dire que le savoir-faire ne s'est plus transmis. Le savoir-faire ne se transmettant plus. Tous ceux qui ont peint aujourd'hui de manière parfois extrêmement réaliste et même extrêmement virtuose ont appris le métier tout seul. Il y a donc là une renaissance éventuelle, et c'est ce sur quoi, normalement, dans la version pour adultes, je termine mon exposé. Voilà, mais enfin bon, après on pourrait discuter. Yves Klein, il n'a pas eu d'élèves, etc. Si, des installationnistes. Si, bah voilà, c'est ça. Or, ça, j'en ai parlé. Non, pardon, ça j'en ai parlé. Je dis oui, mais c'était pas mon sujet, puisque moi c'est l'histoire de la peinture. Voilà. Bien sûr. Et Yves Klein, il a fait l'exposition du vide, et puis il s'est fait des performances, et tout ça, ça a donné lieu à plein de choses. C'est ce qui se passe aujourd'hui aussi. Oui, tout à fait. Mais c'est pas dans mon sujet, puisque mon sujet c'est l'histoire de la peinture. Donc il était bien normal que je dise que c'était la fin de la peinture. J'ai pas dit que c'était la fin de l'art. J'ai insisté longuement là-dessus. Maintenant, si vous voulez vraiment chercher là-dessus, je vous répondrai. Je vous répondrai que les installations et tout ça, je trouve ça extrêmement pauvre. Voilà, si vous voulez tout savoir. Pour moi, si vous voulez, il y a un problème, c'est que c'est pas de l'art. Parce que c'est de l'art. C'est juste que c'est mineur. Je dis ça parce que les gens sont coincés, sont piégés. L'autre question, c'est mon avis. Enfin bon, vous savez, c'est pas le sujet vraiment, parce que maintenant, cette polémique sur l'art contemporain m'intéresse tellement plus, parce que, si vous voulez, c'est un combat que nous avons gagné, nous, les réactionnaires. Il est gagné. Tout le monde est d'accord avec nous. Tout le monde trouve ça ridicule. Et pour des raisons d'ailleurs, il a été gagné, j'ai envie de dire, haut la main, à cause d'un autre facteur qui fait que qui est assez pitoyable, c'est que les gens ont compris la vacuité de l'art contemporain dans ses grandes largeurs, à partir du moment où ça coûtait de l'argent. Il fallait que ça coûte très cher. Quand ça vous coûtait pas cher, les gens continuaient à vous expliquer que c'était vachement bien. Donc vous voyez le ridicule de la chose. C'était mauvais même quand ça coûtait pas cher, vous voyez. Mais ils ont attendu que ça fasse les millions de Joseph Koons pour défendre. Et tout d'un coup, les mêmes gens de gauche qui vous expliquaient que c'était vraiment formidable l'art contemporain parce que c'était le lieu de toutes les libertés, trouvent que c'est complètement horrible et qu'il vaut mieux revenir au métier de peintre parce que d'un coup ils se rendent compte que ça fait l'argent de Vuitton. Dans les deux cas, c'est pas bon, vous voyez, parce que tout ça c'est pas des gens sensibles à l'art. Moi je suis sensible à l'art et donc je me suis toujours foutu de savoir si ça faisait de l'argent ou pas. Voilà. Je le dis pour mais c'est une discussion pour bien régler le problème. Oui, mais le problème il est, moi j'aime bien discuter de ça. Non, l'idée c'est que l'art aujourd'hui, Hector Balck, et vous faites un panorama de la peinture et on se régale, mais l'art en même temps il est partout en ce moment c'est-à-dire est-ce que vous semblez assez critique en vous disant vous estimez qu'effectivement toute chose artistique n'est pas de l'art et que pour vous il faut vraiment se référer au grand maître pour avoir une certaine exigence esthétique. C'est ça on ressort de ce spectacle en ayant quand même voilà. Deux choses. Un, je parle pas trop de l'art moderne pour une autre raison, c'est que tout le monde connaît l'art moderne. J'ai bien dit l'art moderne, pas l'art contemporain. Celui de Gauguin, celui de Mondrian, tout le monde connaît ça par cœur. Les gens peuvent vous citer au moins 15 artistes du début du XXe siècle, Miro, Picasso, Matisse, etc. Alors que qui vous en cite 15 du XVIe siècle, c'est pas vrai. Ils les connaissent pas. Donc moi, primitifs italiens, c'est vrai. Encore moins. Or, je suis là pour donner le goût à des choses que les gens ne connaissent pas. Et c'est pour ça que je mets plus l'effort sur le 15e, 16e, 17e, qui, pour moi, se regardent exactement à niveau égal avec les autres siècles. Et avec du Bach, c'est absolument divin. Merci. Vous nous rappelez les dates et le site et votre site. Alors, les dates, si je peux me permettre. Je vous en le prie. 17, c'est-à-dire le 17 lundi février, qui vient. Lundi 17 février à 18h. Oui, là, je fais une grosse séance. 18h au Théâtre de l'Atelier. Ensuite, dimanche 1er mars, dimanche 8 mars. En gros, les dimanches et les lundis de mars, et même peut-être les samedis de mars. Voilà. En gros, en mars. Samedi, dimanche et lundi. Votre site pour les auditeurs de Radio J. S'ils veulent y aller, ils peuvent y aller. Pour réserver. Je vous le dis, c'est Grand Art, avec un trait d'union entre grand et art.online. Mais sinon, ils vont au Théâtre de l'Atelier. Il y a aussi un site qui finit par arriver à ma billetterie. Voilà, c'est pareil. Donc, soit Théâtre de l'Atelier, soit grandart.online. Hector Balck, merci. Merci.